Les tendances lourdes qui nous sont annoncées, c'est que la robotique, l'intelligence artificielle, le numérique continueront leur développement exponentiel. Et donc, il y a des gens qui parlent de la fin du travail, il y a des gens qui parlent d'intelligence supérieure à celle des humains dans les machines. Il y a tout un tas de scénarios de type Terminator et autres. Et puis, il y a des scénarios un peu plus intéressants. Il y a des scénarios où on sera directement interfacé avec le web, puisqu'on aura des électrodes dans le cerveau. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont possibles. Je ne pense pas qu'elles soient nécessairement toutes souhaitables. Mais ce qui me paraît assez sûr, c'est que il faudra toujours plus travailler sur ce qui fait le propre de l'homme. D'accord ? Et donc plus les machines seront puissantes et plus elles seront capables de faire des choses dont on croyait que c'était le propre de l'homme jusqu'à maintenant, plus il faudra travailler sur ce qui restera le propre de l'homme. Et c'est pas très facile à savoir parce que le développement des machines est assez imprédictible, mais en tout cas ce qu'elles ne savent pas faire aujourd'hui, c'est donner du sens. La notion de sens est extrêmement importante. Qu'est-ce qu'une bonne question ? C'est pas vraiment comme ça qu'on se forme aujourd'hui, mais on se forme plus sur les réponses aujourd'hui. Je pense que demain, il faudra plus se former sur les questions. Qu'est-ce qui nous touche? Qu'est-ce qui est important pour nous? Qu'est-ce qui, dans ce monde où on est capable de... Les machines et l'intelligence artificielle et le big data sont assez capables de prolonger des tendances. Mais penser des ruptures, penser quelque chose de très différent, donc une créativité disruptive, a priori, ça ne fait pas partie des capacités des machines, même si leur création provoquera probablement un certain nombre de disruptions. Donc comment est-ce qu'on sera capable de coévoluer littéralement avec ces machines? Comment est-ce que notre intelligence humaine se développera pendant que l'intelligence des machines se développe? Comment est-ce que notre intelligence individuelle et notre intelligence collective s'interfaceront et comment est-ce qu'on sera ensemble capable de faire des choses qu'on ne sait pas faire seul. Et ce n'est pas exactement comme ça qu'on est formé aujourd'hui, mais cette capacité à coopérer et à faire des choses qui ont du sens collectivement qu'on ne saurait pas faire seul, je pense que c'est extrêmement important. Ce que dit même Bill Gates, qui connaît un petit peu le développement des technologies, c'est qu'on surestime généralement l'impact d'une technologie à court terme. Par contre, en général, on sous-estime son impact à long terme. D'accord ? Parce qu'on pense que dès qu'on en parle, ça va être là. Et en fait, non, généralement, quand on en parle, c'est pas encore là. Et toutes les implications ne sont pas encore là. Et donc, on peut être déçu à court terme des impacts. Et par contre, les impacts de long terme, une fois que non seulement la technologie est là, mais les usages se sont développés et les gens ont inventé plein d'autres usages et ont fait progresser la technologie. Et il y a effectivement les technologies qui finissent par mourir, hein, mais il y en a plein qui ont, même l'intelligence artificielle, ça fait des décennies qu'on en parle. Il y a eu des moments où c'était déjà très populaire d'en parler sans que ça ait donné grand-chose. Aujourd'hui, c'est déjà des produits. Dans vos téléphones, dans vos ordinateurs, il y a des interfaces qui sont pilotées par l'intelligence artificielle toujours plus. Il commence à y en avoir dans les voitures, il y en aura dans les voitures autonomes, il y en aura dans toujours plus de choses. Donc il y a peu de doute, sauf si on décide d'être des ludites et de casser toutes les technologies. On peut toujours décider de retourner à l'âge des cavernes, mais si on est dans une perspective où les technologies se développent, mais la question principale devient lesquelles sont acceptables pour les humains, lesquelles on souhaite avoir, et quelles sont celles sur lesquelles on a envie de contribuer. Et est-ce que ces technologies nous sont imposées et elles sont soit à prendre, soit à laisser, ou bien est-ce qu'on peut être des auteurs et des acteurs du développement de ces technologies et on peut pas simplement être juste des consommateurs, mais vraiment des gens qui sont amenés à les penser. Et donc, est-ce que ces technologies sont open source et ouvertes pour que tout le monde puisse se les approprier, ou est-ce qu'elles sont propriétaires, fermées, et vous avez le choix entre être moderne ou conservateur, et vous n'avez pas la possibilité de vous approprier ces outils-là. Donc ça, c'est des vrais choix de société, et vers quel type de société on a envie d'aller? Est-ce qu'on a envie d'être dans une société dans laquelle on peut être tous acteurs et auteurs du futur, ou est-ce qu'on est simplement consommateurs? La place de la formation est clé, parce que si, dès le plus jeune âge, on n'apprend pas à être acteur et auteur d'une société du savoir dans lequel non seulement on pense les technologies, mais on pense le savoir, on pense la société, on pense les interactions, on pense ce que c'est que les envies de chacun, ce que c'est que les envies du collectif, comment est-ce qu'on apprend à vivre ensemble. Si on travaille sur toutes ces dimensions, si on forme des citoyens du XXIe siècle, alors ces citoyens-là seront évidemment actifs dans cette société.
Donc c'est assez fondamentalement le choix entre des consommateurs d'un côté et des citoyens actifs et engagés de l'autre. La formation des formateurs est assez clé parce que les formateurs qu'on forme aujourd'hui, en 2040, ils formeront la prochaine génération qui sera là. Donc comment est-ce qu'on les a formés aujourd'hui? Et puis comment est-ce qu'on les forme entre 2017 et 2040? Si on les forme une fois pour toutes, et puis qu'on leur dit bah, démerdez-vous ou continuez à former toujours de la même manière entre maintenant et 2040, ils ne seront pas forcément adaptés et donc ils ne seront pas forcément capables d'accompagner les nouvelles générations aux défis qui seront les leurs à ce moment-là. Et donc on a besoin de former des formateurs qui sont encore plus ouverts que la moyenne des gens. Ils doivent être eux-mêmes des chercheurs de solutions, ils doivent être des acteurs de ces changements, ils doivent être des citoyens engagés, ils doivent comprendre ces enjeux, ils doivent contribuer à s'approprier ces technologies, ces questionnements de société. Et évidemment, ça, en plus de tout un tas de choses qui sont plus traditionnelles dans le métier d'informateur, qui est comment est-ce qu'on accompagne un jeune, comment est-ce qu'on le fait de manière bienveillante, comment est-ce qu'on comprend le développement de son cerveau, comment est-ce qu'on accompagne un collectif, comment est-ce qu'on gère les conflits qui peuvent exister au sein de ce collectif. Enfin, il y a tout un tas de choses sur lesquelles il faut former ces formateurs, mais dont on peut, pour certaines, les prédire, pour d'autres, moins. Et en tout cas, puisqu'on est dans ce monde en accélération, il y a besoin de comprendre les dynamiques du changement. Et les dynamiques du changement, elles viennent de la technologie, de la recherche et de la formation. Et donc, ces trois dimensions, il ne faut pas du tout les séparer. Et donc, le formateur doit être chercheur, il doit comprendre les technologies, il doit se les approprier, il doit contribuer à produire des technologies qui sont plus intéressantes, il doit éventuellement réfléchir à quand on doit couper les technologies pour se concentrer sur l'humain. Et on voit aujourd'hui, il y a des gens qui nous disent que les tablettes, par exemple, peuvent avoir tout un tas d'impacts négatifs si on s'en sert trop jeune, etc. Donc il y a vraiment besoin d'une réflexion où on se doit d'avoir un regard critique. Et les formateurs, mais dans les formateurs, je mets l'ensemble des gens qui ont la responsabilité d'accompagnement des jeunes, qui soient des enseignants, des gens qui accompagnent dans le périscolaire, ou des parents, ou plus généralement tous les adultes qui accompagnent des jeunes d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'on a besoin tous de s'interroger sur cette dimension-là et sur quelle dynamique on peut co-construire avec les jeunes générations. Donc je pense qu'un formateur qui voudrait imposer ses solutions sans prendre en compte le point de vue des jeunes, à mon avis, serait complètement à côté de la plaque. Il y a un sondage qui nous montre que 95% des 15-30 ans voudraient voir le système éducatif changer. D'accord ? Donc c'est difficile de faire beaucoup plus. Par contre, pour l'instant, j'ai vu trop peu de gens qui interrogent ces jeunes sur qu'est-ce qu'ils voudraient à la place. Et ces jeunes seront typiquement les parents de 2040, seront typiquement les professionnels, et dont certains seront des formateurs, certains auront choisi d'autres métiers. Mais on a fondamentalement besoin de les écouter aujourd'hui pour qu'ils soient eux-mêmes capables d'écouter la prochaine génération demain. Traditionnellement, ceux qui sont légitimes, c'est la génération d'avant et ceux qui ont des diplômes dans la génération d'avant en particulier. Dans un monde où il y a une accélération de la production de connaissances et une démocratisation de l'accès à ces connaissances, il y a toujours plus de questions sur cette légitimité. Donc il y a des gens qui pensent qu'ils continuent à être légitimes, il y a des gens qui se disent mais nous aussi on sait des choses et donc on est aussi légitime, et il commence à y avoir des débats qui peuvent être plus ou moins complexes. La notion de légitimité, de manière intéressante en sciences, un prix Nobel peut avoir évidemment une légitimité qui a été reconnue par la communauté scientifique, mais il peut très bien, sur un sujet particulier, rencontrer un étudiant qui peut le remettre en cause, et l'étudiant peut très bien avoir raison, et l'histoire et la science lui donnera éventuellement raison, et la méthode expérimentale, la méthode scientifique, permettra éventuellement de trancher entre l'avis du jeune et celui de l'expert internationalement reconnu. Donc il y a cette dynamique existe depuis toujours dans le monde scientifique, mais avec le développement d'Internet, on voit bien qu'il y a des gamins qui sont capables de produire telle ou telle chose quelque part sur Internet, et ça peut contribuer à avoir tout un tas d'impacts, y compris très positifs, mais parfois beaucoup moins. Et donc il y a également sur le web le pire et le meilleur. Mais si on reprend Ésope dans la Grèce antique, on sait que la langue, ça pouvait être la meilleure des choses ou la pire des choses, parce qu'on pouvait tout dire, des très belles choses, des déclarations d'amour, comme susciter la haine. Sur le web, on peut susciter la haine, ou on peut trouver des contenus très,
très remarquable. Donc, la notion d'esprit critique devient beaucoup plus importante que jamais, parce que si on n'est pas capable de distinguer le bon grain de l'ivraie, grosso modo, on va forcément avoir des difficultés. Et ce qui est légitime, ce qui fait autorité, peut ne plus être l'autorité hiérarchique d'hier, dans ce monde qui change toujours plus vite, mais le mot de Michel Serres qui revient à l'étymologie et qui dit que l'autorité, c'est ce qui augmente, c'est ce qui fait grandir, est probablement intéressant. Je pense que demain, on sera tous des citoyens actifs et engagés, on sera tous des acteurs et des auteurs, on sera tous des apprenants et des enseignants, on sera tous des chercheurs et des gens capables de questionner l'existant et de créer des solutions pertinentes à des problèmes qui nous toucheront et on ne sera probablement pas les seuls à être touchés par ce problème et on montrera éventuellement des collectifs qui sauront s'auto-organiser pour faire ça. Et ça a l'air relativement utopique comme ça, mais en fait, il y a plein de signes avant-coureurs de ce genre de choses aux quatre coins de la planète. Il y a ce qu'on appelle des projets de sciences citoyennes, il y a des projets d'open source. Wikipédia, c'est déjà en soi une forme que les gens connaissent aujourd'hui très bien, mais il y a 15 ans, personne ne savait qu'on pourrait construire une encyclopédie collective. Et d'ailleurs, les grands groupes industriels avaient parié que ça ne serait pas comme ça que la connaissance se construirait. Ils faisaient le pari des experts. Donc on voit qu'il y a cette espèce d'intelligence collective distribuée, mais il faut faire attention parce que la bêtise collective, ça existe aussi. Et il y a tout un tas de bulles informationnelles dans lesquelles on peut s'enfermer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on a des biais cognitifs, donc des biais de notre cerveau, et on a des biais sociaux, et il y a des biais liés aux technologies. Et que ces trois types de biais, si on n'en a pas conscience, peuvent se renforcer les uns les autres et donner des choses qui peuvent être très négatives, du genre la bêtise collective et lire des gens qui disent des choses qui sont clairement fausses, mais dont on finit par croire parce qu'on a été manipulé. Et donc il faut arriver à réfléchir par rapport à ça. Et donc ces biais cognitifs, pour commencer, c'est typiquement, on a des biais de confirmation. Donc quand on croit quelque chose intuitivement, on cherche des informations qui confortent ce qu'on pense. Donc si on a l'impression qu'il ne fait pas plus chaud qu'hier, on ne va pas croire au climat, au changement du climat, et donc on va chercher éventuellement des informations, et puis on va tomber sur les sites climato-sceptiques, et on va se dire, bah ouais, j'ai vu suffisamment de pages de climato-sceptisme, je suis aujourd'hui convaincu qu'il n'y a pas de changement climatique. Et ça va être très difficile de le changer si on n'a pas, dès le départ, eu une formation ouverte. Et ce qui a été montré, c'est que ça n'est pas tant le nombre d'années d'études scientifiques que l'on fait qui protègent contre devenir créationniste ou climato-sceptique, c'est la curiosité. Et la capacité, quand on est curieux, à aller chercher l'information qui nous surprend et qui n'est pas ce que l'on croyait. Et donc chercher une autre perspective. Et donc cette capacité à aller au-delà de ce qu'on croit et aller chercher en permanence quelque chose d'autre et à le faire individuellement, c'est pas facile, mais à le faire collectivement, c'est déjà un peu plus facile. Et donc comment est-ce qu'on est accompagné pour faire ça? Comment est-ce qu'un collectif peut éventuellement dire non mais là il y a quelque chose qui cloche quand même, il faudrait peut-être creuser, est-ce qu'on peut vérifier, ça n'a pas l'air très cohérent. Et à ce moment-là, le collectif, s'il est bien mené, peut effectivement aller creuser ça. Alors qu'il y a des collectifs qui ne vont faire que se renforcer les uns les autres. Et c'est là où la formation, et en particulier la formation des formateurs, est clé. Parce que si on a compris comment fonctionne un cerveau, si on a compris comment fonctionnent les dynamiques collectives, si on a compris le fait que si on va sur Google par exemple et qu'on cherche astrologie, les premiers sites qu'on va trouver sont des sites qui disent que l'astrologie c'est très bien. Et si on ne sait rien de l'astrologie, on peut croire que l'astrologie c'est au moins aussi bien que l'astronomie. Bon, si on est un peu scientifique, on a fait un minimum d'études, on peut éventuellement douter de ça, mais c'est ça qui est compliqué. Et donc on a besoin de se former et de comprendre ces biais-là et de former les jeunes à ces biais-là. Il y a, pour donner un autre exemple de choses qui se fait, y compris dans un milieu scolaire, face à des jeunes qui croient à la théorie des complots, il y a aujourd'hui d'abord puis maintenant toujours plus d'enseignants qui invitent leurs élèves à comprendre ces théories du complot et à chercher en quoi elles sont manipulatrices et à chercher les invariants dans ces théories. Et quand ils ont bien compris ça, certains enseignants leur demandent de construire eux-mêmes des théories du complot pour montrer à quel point en fait, c'est facile de manipuler les autres, etc. Et donc si on est capable de déconstruire et de reconstruire, on comprend forcément mieux les discours et donc cette capacité à développer un esprit critique, que ce soit face aux pubs, face aux théories du complot ou face à certains discours politiques, je pense que c'est extrêmement important.
les éducateurs seront plus nécessaires encore demain qu'ils ne le sont aujourd'hui ou qu'ils ne l'étaient hier, parce que, mais que leur mission principale ne sera pas forcément la même. Donc on pouvait, pour simplifier, dire que leur mission c'était de transmettre des connaissances hier. Je pense que demain c'est transmettre des valeurs. Je pense que ça sera au moins aussi important que ça ne l'a jamais été. Mais aussi une méthodologie, un esprit critique, une capacité à douter, une capacité à questionner, mais c'est pas si nouveau que ça. Je veux dire, Socrate faisait ça très bien il y a très longtemps. Simplement, du temps de Socrate, ça s'est mal terminé. On a considéré qu'il corrompait la jeunesse et on sait tous comment Socrate a fini. Je pense que cette capacité à questionner l'existant et cette capacité à aider les jeunes à se connaître eux-mêmes, hein, connais-toi toi-même, à mon avis, sera toujours plus importante. Donc cette capacité à être des mentors aussi. Hein. Et le mentorat, la notion de mentor, elle est aussi née dans l'Antiquité. Hein. Le premier mentor, c'était Monsieur Mentor, qui accompagnait le jeune Télémaque quand il cherchait son père Ulysse pendant l'Odyssée. Et donc on voit bien que, et en fait, Monsieur Mentor, c'était la déesse Athéna, déesse de la sagesse, du savoir, qui s'était incarnée dans Monsieur Mentor pour accompagner ce jeune. Donc si on a un mentor, on a de belles références historiques sur lesquelles on peut s'appuyer. Et donc un mentorat bienveillant, c'est une capacité pas à connaître tout et à imposer des solutions toutes faites. C'est une capacité à accompagner un jeune, à l'aider dans ses explorations, essayer de lui éviter des pièges un peu grossiers et de l'aider à comprendre qu'il peut être lui-même un acteur, un auteur, un citoyen engagé et l'accompagner dans cette exploration. Alors, je vais faire un petit détour. Quand j'ai demandé à un certain nombre d'organisations professionnelles quels étaient l'endroit où il y avait le meilleur développement professionnel, quel était l'endroit où on formait les travailleurs à évoluer et à comprendre le monde qui changeait comme il change. La réponse qui m'a été donnée, c'est les compagnons du devoir. D'accord ? Et les compagnons du devoir ont une histoire qui est encore plus longue que celle de la Ligue, puisque ça remonte au Moyen-Âge. Depuis le Moyen-Âge, ils ont une mission. Vous, c'est depuis un peu moins, et cette mission est une belle mission, et une mission qui permet de savoir quelles sont ses valeurs d'origine. Et si on sait quelle est son histoire, on peut mieux se projeter vers le futur. Et donc si on sait, dans le cas des compagnons, qu'il y a un grand travail de mentorat, par exemple, et d'accompagnement des autres, eh bien, on va travailler sur ce que c'est qu'un mentor en 2040, ce que c'est que les métiers et leur évolution en 2040. Et donc, parce qu'ils ont une histoire longue, ils sont capables de s'interroger sur leur présent pour se projeter dans l'avenir. Et donc je pense que la Ligue, qui a elle aussi une des plus belles histoires, qui soit du monde associatif en tout cas, et même du monde éducatif, je pense qu'elle peut s'interroger sur... elle a su bien des fois se réinventer dans son histoire. Et c'est ce qui fait qu'elle existe encore aujourd'hui, après tout un tas de rebondissements historiques. Et je pense que si elle sait s'interroger sur quelles sont ses valeurs fondamentales, quel est son message, en quoi est-ce qu'elle a envie de contribuer, alors je ne suis pas inquiet pour l'avenir de la Ligue. Mais la réponse, ce n'est pas à moi de la donner. Je pense que c'est fondamentalement aux acteurs de la Ligue de s'interroger sur leur histoire, sur leurs valeurs, et savoir comment est-ce que ces valeurs et cette histoire s'incarnent aujourd'hui. Comment est-ce que... Et ce n'est pas forcément ce qu'on faisait hier, ou ce qu'on fait aujourd'hui, qu'on fera encore en 2040. Mais c'est peut-être ce qu'on faisait il y a un siècle ou plus, parce qu'à ce moment-là, on avait repéré un besoin dans la société, et on s'était dit, voilà, parce que nous voulons le meilleur pour nos enfants, alors nous devons nous engager, et pas seulement pour nos enfants à titre familial, mais pour l'ensemble des enfants d'une nation, voire on peut aujourd'hui s'interroger sur la notion de citoyenneté, c'est un peu ce que je faisais tout à l'heure, et se dire, mais est-ce qu'il y a besoin d'une ligue mondiale, par exemple ? Tu vois, il y a des ligues départementales, il y a des ligues locales, des ligues nationales. Comment est-ce que les acteurs équivalents à la ligue qui peuvent exister dans d'autres pays sont structurés? Est-ce qu'on doit travailler avec eux? Est-ce qu'on doit apprendre d'eux? Est-ce qu'on doit partager ce qu'on fait qui peut éventuellement les intéresser? Est-ce qu'ensemble on peut faire des choses qu'on ne saurait pas faire seul? Puisque de toutes les manières, aujourd'hui, nos destins sont liés. La notion de citoyenneté, quand elle naît dans la Grèce antique, elle est gérée localement à l'échelle d'Athènes. Au moment de la Révolution française, on le pense à l'échelle d'une nation.
Aujourd'hui, est-ce que ça a du sens de ne le penser qu'à des échelles locales sans le penser à une échelle globale, puisque une bonne partie des défis qui sont devant nous sont des défis globaux. Donc on a à la fois besoin, et la nation n'a rien empêché à la citoyenneté locale. Mais de même que la citoyenneté globale n'enlèvera rien à la citoyenneté nationale ou la citoyenneté locale. Et donc je pense que le rôle de la Ligue, qui est quelque part d'accompagner des citoyens dans leur émancipation, doit s'interroger sur quelles sont les échelles à laquelle elle veut agir, quelles sont les manières de former le citoyen du XXIe siècle, et comment est-ce qu'on peut s'interroger là-dessus en mettant les jeunes eux-mêmes au cœur de ce questionnement et en les accompagnant dans la réflexion sur ce qu'eux-mêmes souhaitent devenir. Parce que est-ce qu'on leur impose un modèle qu'on a conçu pour eux, ou est-ce qu'on est capable de co-construire avec eux ce monde de demain dans lequel il y aura tout un tas de choix éthiques qu'il va falloir faire. Et donc ces choix éthiques, c'est des choix à la fois individuels et collectifs. Et donc il faut à la fois réfléchir aux conséquences de ce qu'on fait sur les autres, mais pas simplement à court terme et localement, mais également sur des échelles de temps longues. Le climat, c'est typiquement des échelles de temps longues, et sur des échelles globales, parce que typiquement, le climat, c'est aussi des échelles globales, mais tous les problèmes de biodiversité et bien d'autres sont forcément des problèmes globaux. Et donc la citoyenneté ne veut pas simplement être une citoyenneté locale. L'éthique ne veut pas simplement être « ah non, mais c'est bien pour moi et mes copains ». Parce que si c'est bien pour toi et tes copains et que c'est mauvais pour tout le reste de la planète, ça finira par être mauvais, y compris pour toi et tes copains, de toutes les manières. Et donc on a besoin de penser l'ensemble de ces dimensions, et être capable d'accompagner les enfants dans cette prise de conscience-là, c'est un défi. Parce que c'est sûr que c'est plus facile de penser à soi d'abord, et puis éventuellement à ses copains. Mais être capable de penser à tous ceux qui sont un peu plus loin, et éventuellement à ceux qui sont beaucoup plus loin à l'échelle planétaire, mais finalement nos voisins à l'échelle de l'univers. On a besoin d'une espèce de village planétaire, de cette prise de conscience et de cette capacité à s'interroger. Il y a une belle métaphore que j'aime bien, c'est celle du pale blue dot, du petit point bleu. Vous savez peut-être qu'on a envoyé des satellites dans l'espace, et certains tournent autour de la Terre, et il y en a d'autres qui ont quitté le système solaire. Et au moment où ils ont quitté le système solaire, ils perdaient le contact avec la Terre, et on leur a demandé de se retourner et de faire une photo de la Terre de là-bas et de nous envoyer cette photo. Donc c'est la photo faite la plus loin qu'on puisse imaginer. Et de là-bas, la Terre, c'est un tout petit point bleu qui ne fait même pas un pixel. D'accord ? Et donc dans l'immensité de l'univers, on n'est quasiment rien. D'accord ? Et néanmoins, ce petit point bleu, on y tient. Et on a raison d'y tenir, mais on se doit. On n'a pas d'alternative, on se doit d'en prendre soin. Et donc on se doit d'avoir cette réflexion où ce qui nous sépare, ce qui nous différencie, est bien peu de choses par rapport à ce destin commun sur ce petit point bleu sur lequel on voyage dans le vide intersidéral.